encore une fois de plus, la chaire publique vous reçoit aussi Guy de Bayeul, Michel Audet et M. Forez. Nous sommes, comme d'habitude, très heureux de vous recevoir ici. Aujourd'hui, il s'agit de parler de quelque chose qui nous importe au plus haut niveau. C'est la problématique des, comment on appelle ça, du cloisonnement des disciplines à l'université, mais surtout dans la recherche scientifique. Évidemment, l'intérêt de tel sujet, c'est que on a dans la recherche scientifique, dans la réflexion scientifique, dans ce qu'on appelle les discussions épistémologiques, on remarque qu'il y a une chose, il y a des disciplines cloisonnées qui elles pensent aussi détenir la vérité, c'est ce qu'on appelle une approche unique, une vision unique, et des disciplines qui elles essaient de voir d'une manière relativement holistique, d'essayer de comprendre les phénomènes. Effectivement, certains disent qu'il faut cerner les problèmes non pas dans une approche unique, dans une approche disciplinaire, parce qu'il faut avoir une précision au niveau de la conceptualisation, une précision au niveau de la compréhension des phénomènes. Donc il faut faire un focus. D'autres disent non, il faut qu'on regarde les problèmes à travers plusieurs grilles de lecture pour avoir une vision non pas partielle, mais une vision un peu plus générique. Alors aujourd'hui, le débat va tourner autour de cette problématique. Qui a raison, on ne sait pas. Cependant, on a réuni ici trois personnalités qui, elles, ont chacune, justement, une position par rapport à cette question. Et ça va nous permettre aujourd'hui d'avoir un éclairage sur qui a raison ou qui n'a pas raison, et sur les mécanismes qui nous permettent de comprendre les phénomènes à travers plusieurs grilles de lecture, dans plusieurs dimensions, ou à travers une seule dimension. Mon point de vue sur cette question rejoint simplement ce qui, moi, me pousse aujourd'hui à faire ma propre recherche, qui est une recherche justement qui est terminée sur cette approche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Certains me diront une approche multidisciplinaire, mais tout ça aussi, c'est tout un ensemble de concepts qu'il va falloir qu'on essaie d'éclairer ici, et c'est pour ça qu'ils sont là. Tout de suite, et sans vous, avant d'aller trop loin, je tiens toujours au début à remercier l'Université Laval et l'ensemble de nos commanditaires qui nous permettent justement de pouvoir mettre en place cette chaire publique qui, comme son nom l'indique, est un lieu de réflexion, un lieu où on descend un peu plus bas que les nuages dans lesquels on est lorsqu'on est dans nos laboratoires, etc., pour essayer de discuter des enjeux sociaux, des mouvements sociaux, des enjeux relatifs aux problématiques de la science. Et sans plus tarder, je vais me permettre de vous présenter nos conférenciers qui ont l'air très exubérants. En général, on a deux tables aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est justement pour vous le rapprochement des disciplines qu'il faut qu'aujourd'hui on les ait mis ensemble. Gérard Forez, qui est-il? J'ai la chance d'être tombé sur un livre que certains de nos étudiants étudient ici. C'est La construction des sciences, c'est un livre qu'il a écrit. Il en a écrit d'autres, et d'autres. Je ne vais pas commencer à les énumérer, par contre, je vais vous dire qui c'est. Gérard Forez est un épistémologue qui vient de la France. Il est là au milieu. Adela Belgique, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en Belgique, il mange des frites, et en France, ils disent qu'ils mangent des frites. Il est détenteur d'un doctorat en physique théorique à l'Université du Maryland et licencié en philosophie des mathématiques de l'Université de Louvain. Gérard Forez est professeur émérite au département Sciences, Philosophie, Société, qu'il a fondé d'ailleurs en 1971, de l'Université de Namur en Belgique. Il s'intéresse aux sciences en tant que pratique sociale de production de savoir standardisé selon une perspective socio-constructiviste de la cognition. C'est quelqu'un qui m'intéresse d'ailleurs parce que je travaille sur la socio-cognition. Guy de Bayeul, qui est là, il est vice-doyen de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Il est
détenteur d'un doctorat en économie du développement agricole de l'Institut agronomique de Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ingénieur agronome, Guy Debaël est présentement vice-doyen à la recherche de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Il enseigne le cours d'économie des ressources et de l'environnement et s'intéresse particulièrement aux politiques agricoles et environnementales. Michel Audet, qui est à l'extrémité, et en sciences de l'administration à l'Université Laval. Formé en sciences sociales et en sciences de l'administration, Michel Audet est professeur à l'Université Laval. Il s'intéresse aux transformations contemporaines des rapports humains et plus particulièrement à la place accordée à la connaissance dans ces rapports et aux formes que prennent sa production, sa diffusion, son appropriation et son utilisation. Ces cours portent sur l'épistémologie, la méthodologie et les théories du social. Sans plus tarder, mais avant, je vous demanderai de les encourager très fort, de les applaudir très fort, d'être venus de si loin pour partager le savoir avec nous. Sans plus tarder, je laisse la place à Gérard Fourès qui va intervenir pendant 20 minutes. Ensuite, Guy Debaël qui prendra la parole. Et à la fin, Michel Audet. Chacun aura 20 minutes pour nous dire ce qu'il en pense du sujet, bien sûr. Et ensuite, on aura un débat de 60 minutes où vous êtes conviés à les interpeller pour que justement il y ait une approche critique autour de cette problématique qui est posée. Merci encore et je laisse la parole au conférencier. J'ai l'impression qu'on a un problème de micro. Souvent, ces machins-là, on les met sur on ou sur off. C'est une chose très profonde que j'ai déjà constatée. Bien. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Nous allons tâcher d'aborder ce matin, avec d'abord 3 flashs, la question de l'interdisciplinarité. Alors, quand je vais parler 20 minutes, je vais nécessairement être obligé d'y aller par grands axes, grandes lignes, et sans aller dans trop de détails. La première chose qui me paraîtrait intéressante de noter, c'est que la question de la connaissance, on pourrait peut-être la considérer comme la question d'une recherche de représentation adéquate ou appropriée de nos situations, de notre monde, de notre histoire. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de représentation? Quand je parle de représentation, est-ce qu'on entend pour vous? Ça va? Un peu plus haut? C'est mieux? Bon, quand on parle de représentation, je crois que peut-être la meilleure manière d'aborder le terme représentation que qu'on prend en épistémologie, je ne vais pas combattre ça, je vais laisser. Bien. Alors, en épistémologie, quand on parle de représentation, on veut parler d'une mise en scène, ou bien aussi de la représentation telle qu'elle est présente en physique, en politique, pardon, c'est-à-dire quand des députés représentent le peuple. Ça veut dire une représentation qui a la place de quelque chose de plus complexe. Je crois qu'une image très intéressante pour comprendre cela, c'est de considérer la carte routière comme une représentation du territoire. La carte routière qui est un lieu du territoire, c'est un lieu tenant du territoire. Et donc, sur la carte routière, on peut discuter d'itinéraire, on peut discuter de trajet, on peut voir ce que l'on va rencontrer dans un chemin sans devoir aller sur le territoire. Et le but de toute représentation me paraît être cela, d'être soit une image, soit un discours, soit des équations qui nous permettent de discuter d'un certain nombre de phénomènes complexes sans qu'on doive sans arrêt voir ces phénomènes complexes. Par exemple aussi, lorsque un garagiste utilise le plan d'un moteur, il peut discuter avec un de ses mécaniciens d'une panne sans qu'il doive aller voir la voiture. Là, on travaille sur la représentation plus que sur le complexe de la réalité. Alors, le point important, évidemment, c'est d'avoir des représentations appropriées. Ça veut dire avoir des représentations qui fonctionnent bien à propos des projets que l'on a, dans le contexte où l'on est et dans toute
représentations qu'on veut examiner. Par exemple, certaines cartes routières nous paraissent des représentations appropriées pour discuter l'itinéraire de promenade en voiture. Elles ne sont pas des représentations appropriées pour étudier la géologie du terrain. Elles ne sont pas des représentations appropriées pour des promenades à pied, etc. On se rend compte que la représentation est toujours liée à ce qu'on veut en tirer. Ce n'est pas donc quelque chose d'absolu, de seul, de solitaire, c'est quelque chose qui est lié à un projet. Et je crois que là encore, l'image d'une carte est très intéressante. Une carte est toujours liée à ce qu'on veut en tirer. Cependant, il existe à certains moments des cartes qui sont standardisées. Et ces cartes standardisées, c'est quelque chose à la fois de très intéressant, parce que comme elles sont standardisées, on peut les apprendre facilement, on peut les utiliser facilement, on ne doit pas travailler beaucoup pour les utiliser. Et par ailleurs, l'inconvénient de la standardisation, c'est que la façon dont elles sont standardisées les limite. Par exemple, en Europe, on connaît tous les cartes Michelin, routières, qui sont bien standardisées, et souvent on les trouve très appropriées pour trouver des itinéraires en voiture. Et donc là, ce qui me paraît important, c'est de voir le phénomène de la standardisation d'une représentation, comme la standardisation d'une carte. Ça nous permet de travailler beaucoup plus facilement avec elle. Cependant, oui, alors qu'est-ce que c'est qu'une représentation standardisée? J'en ai dit un mot pour les cartes, mais on pourrait faire remarquer en passant que toutes les disciplines scientifiques sont des représentations standardisées. Ça veut dire que, par exemple, les théories de la physique, les théories de la sociologie, ou les modèles physiques, ou les modèles de la sociologie, ce sont chaque fois des représentations standardisées, qui sont standardisées en fonction du point de vue traditionnel des physiciens, des sociologues, etc. Les résultats scientifiques sont des représentations standardisées du monde. Et, par exemple, toute la théorie des états de la matière en physique, états solides, liquides et gazeux, c'est une représentation standardisée qui fonctionne bien dans un certain nombre de cas, qui fonctionne très mal si vous êtes un moniteur de ski et que vous étudiez les états de la mer. Les états de la matière, selon la représentation standard des physiciens, est très inadéquate quand il s'agit de voir ce que va nous donner la neige dans une station de porte d'hiver. Et c'est ainsi qu'on peut parler de l'inadéquation des disciplines scientifiques. Les disciplines scientifiques sont adéquates quand on se trouve devant des problèmes qui ont été vraiment structurés pour être étudiés par ces disciplines, mais dès que les problèmes n'ont pas cette structure qui est vraiment adéquate à la discipline, ça marche mal. Autrement dit, les disciplines scientifiques marchent très bien dans les laboratoires. En dehors des laboratoires, ça fonctionne mal. Par exemple, en dehors d'un laboratoire de biologie, une culture biologique ne fonctionne rarement comme fonctionne une vraie culture biologique. Une vraie culture biologique, c'est une culture standardisée pour fonctionner dans un laboratoire de biologie, dans un certain nombre de conditions. De même aussi, par exemple, les lois de Galilée en physique, sur la chute des corps, et ça fonctionne très mal dans le concret. Mais ça fonctionne très bien dans un laboratoire où on a tout fait pour éliminer le frottement. Ce que j'essaie de montrer, c'est que les discours scientifiques, les résultats scientifiques, fonctionnent très bien dans quelques situations privilégiées qui sont généralement celles du laboratoire. En tout cas, c'est ce que le laboratoire tâche de copier, les situations dans lesquelles les lois fonctionnent. Et puis dès qu'on quitte ces situations privilégiées des laboratoires et quelques situations privilégiées en dehors de laboratoire, ça fonctionne mal. Ça veut dire que finalement, on se rend compte que pour la plupart des problèmes, les disciplines scientifiques sont inappropriées. Il y a une inadéquation des disciplines. Par exemple, un diabétique tel qu'il est construit dans les représentations des sciences médicales, c'est quelque chose de très intéressant, mais il n'y a jamais deux diabétiques réels qui ont le diabète théorique. Dans la réalité qu'on fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Ça veut dire que dès qu'on les pousse un peu à fond, les représentations qui nous sont données par les disciplines scientifiques ne fonctionnent plus. Et à ce point de vue-là, on se rend compte que les représentations des disciplines scientifiques sont des représentations qui ont été construites suivant
les contextes qui ont présidé à la construction de cette discipline, suivant les projets qui ont présidé à la construction de cette discipline, suivant aussi une communauté scientifique qui est censée étudier les choses pour comprendre le modèle de cette discipline. Dit autrement, le travail disciplinaire est très fortement centré sur soi-même. Mais cela étant dit, il est extrêmement utile parce qu'il donne des modèles standardisés qui peuvent être utiles à première approximation. Et au fond, qu'est-ce que font les communautés scientifiques? Elles tâchent de produire, d'inventer des représentations du monde, des modèles du monde qui sont tels que finalement ça fonctionne dans un certain nombre de cas qui sont le point de vue de la discipline. Et donc là, on a des communautés scientifiques qui tâchent de produire et d'inventer des représentations fonctionnant et fiables dans des contextes déterminés, mais qui ne sont généralement pas les contextes qu'on rencontre tous les jours. Les contextes qu'on rencontre tous les jours ne sont pas les contextes de laboratoire. Et par conséquent, la plupart du temps, les disciplines sont inadéquates. Et de ce point de vue-là, les approches disciplinaires standardisées, normalisées, sont intéressantes, mais on ne parvient pas à les pousser à fond. C'est pour ça que souvent on remplace les approches disciplinaires par des approches globales. Qu'est-ce que c'est qu'une approche globale? C'est une approche qui est beaucoup plus intéressée à la singularité d'une situation. Une situation singulière, unique. Le modèle standardisé des sciences fonctionne mal, mais certains scientifiques, comme les médecins et les ingénieurs, du moins, ouvrez les guillemets, les bons médecins, fermez les guillemets, ou ouvrez les guillemets, les bons ingénieurs, fermez les guillemets, eh bien, ceux-là s'intéressent à la situation dans sa singularité. Le bon médecin, tel que je le comprends, je ne fais pas de dessin, je n'ai pas le temps, le bon médecin s'occupe tout autant de la situation du diabète telle qu'elle est définie par la science médicale, que de la situation sociale ou diabétique, de cette situation psychologique, etc. Il prend une approche globale. De même, le bon ingénieur, vous comprenez ce que je dis par là, est tout aussi intéressé par l'aspect technique que par l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect global de la situation. Et éventuellement, par exemple, le bon ingénieur se réfléchira aussi à ce que la météorologie peut lui dire sur la région où il veut construire un pont. Là, c'est une allusion que tous les Belges comprendront. En Belgique, on a construit un pont à un endroit de la vallée de la Meuse, qui est un endroit tel que le pont est fermé un bon nombre de jours de l'année, parce qu'il y a un brouillard énorme à cet endroit-là de la vallée. Ça veut dire que le mauvais ingénieur, vous ferez les guillemets, le mauvais ingénieur n'avait pas écouté l'apport du météorologue qui avait des choses à lui dire. Donc, ce que je veux dire, l'approche globale, tâche de voir, de construire des représentations qui sont adaptées à une situation concrète. Par exemple aussi, si vous êtes intéressé, prenons un exemple, au problème de la drogue à l'Université Laval, eh bien, les grandes théories du sociologue, du psychologue, du médecin, etc., ne sont pas tellement intéressantes que le modèle singulier que vous allez construire, particulier, qui va être adapté à la situation de l'Université Laval. Modèle qui va être, vous commencez à vous en douter, interdisciplinaire. Alors, l'approche globale, comment est-ce que la représentation est jugée? Les critères de l'approche globale fonctionnent comme ceci, me semble-t-il, c'est qu'ils doivent être appropriés en fonction du contexte, en fonction du projet que l'on a et en fonction du destinataire que l'on a. Dit autrement, si vous voulez construire un rapport sur la situation de la drogue à l'Université Laval, vous devez tenir compte du contexte pour construire votre représentation, vous devez tenir compte du projet que vous avez de faire face aux problèmes engendrés par la drogue, et vous devez tenir compte des destinataires, par exemple, du conseil d'administration de l'université, ou bien le conseil social de n'importe quelle institution à laquelle ce rapport est destiné. Et donc, pour construire une représentation, un modèle de situation complexe, singulière, il est important toujours de se référer au contexte, au projet que l'on a et au destinataire. Peut-être quelques autres choses, mais c'est plus secondaire. Alors, l'approche globale sera normée, critériée par une attention à ces contextes, projets et destinataires.
Cependant, cette approche globale n'est pas encore une approche interdisciplinaire. Pourquoi? Parce que dans cette approche globale, on y avance avec son propre bon sens. On parlera d'une approche interdisciplinaire quand, dans une approche globale, on utilise les spécialités et les spécialistes. On utilise les disciplines scientifiques, mais aussi les spécialistes que sont les usagers d'une situation. Je parlerai donc d'une approche interdisciplinaire et je la distinguerai d'une approche globale en disant que l'approche interdisciplinaire, c'est celle qui parvient à bien utiliser les modèles standards que fournissent ces disciplines pour résoudre le problème particulier. Autrement dit, par exemple, un médecin qui se trouve devant un patient, disons diabétique, ce médecin qui va prendre une approche interdisciplinaire, eh bien, il tâchera d'utiliser les savoirs disciplinaires de la psychologie, de la sociologie, de la médecine, des sciences, des questions financières, des sciences de droit, d'assurance, tout ce que vous voulez, et puisant dans chacune de ces spécialités, il va tâcher de se construire une représentation qui lui permette de répondre à la question de quoi s'agit-il. Quand vous vous trouvez devant une situation concrète, singulière, il est très important de savoir aborder cette question en posant la question de quoi s'agit-il en fonction du contexte, du projet et des destinataires que vous avez. Et donc, de quoi s'agit-il? Ça veut dire qu'on évite d'escamoter le cognitif. On tâche de se représenter la situation dans laquelle on est avant de commencer à agir. Et ça, c'est l'aspect cognitif de l'interdisciplinarité. C'est la construction d'une représentation d'une situation singulière en fonction de contexte, projet et destinataire. On se donne une représentation, un modèle qui est construit pour répondre à cette situation singulière, mais qui utilise les discours disciplinaires. Dit autrement, l'art de l'interdisciplinarité, c'est l'art de savoir utiliser les modèles standards des disciplines. Et de savoir les utiliser comme modèle intéressant mais inadéquat. À ce moment-là, vous pouvez commencer à construire un modèle interdisciplinaire d'une situation, une représentation d'une situation qui vous permet de discuter de la situation sans devoir aller tout le temps sur le terrain. Rappelez-vous, avec une carte routière, vous pouvez discuter de la vie itinéraire sans devoir aller sans arrêt sur le territoire. De même, avec un bon rapport sur la situation d'un patient, on peut discuter de la situation du patient sans devoir toujours retourner vers le patient. Il faudrait y retourner peut-être de temps en temps. On ne doit pas y retourner tout le temps parce qu'on dispose d'une représentation. On a un modèle intellectuel, on a un savoir sur la situation singulière du patient. De même, un ingénieur devra donner un modèle singulier sur la situation du pont qu'il voudrait résoudre. Pour cela, eh bien, on peut faire des démarches interdisciplinaires, et là, il existe des méthodologies, et comme mon temps arrive doucement à son bout, je ne vais pas développer ces méthodologies à fond. Il y a des méthodes pluridisciplinaires, interdisciplinaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais ce qui me paraît important, c'est de voir que dans la démarche interdisciplinaire, il ne s'agit pas de négliger l'apport des disciplines, mais au contraire de les utiliser. Et les démarches interdisciplinaires, méthodologies interdisciplinaires qui sont présentées, il y en a de différents types. Celles qui personnellement m'ont le plus été utiles sont celles qui ont été construites pour l'évaluation sociale d'une technologie, dans laquelle il faut faire se croiser le pur technico-technique au social, à l'économique, au droit, aux psychologies, à l'écoute, à l'environnement, etc. Quand on se fait croiser toutes ces choses-là, on parvient à se construire un savoir de la situation qui n'est ni un savoir juridique, ni un savoir technique, ni un savoir économique, mais qui est tout ça croisé. Un savoir unique qui est cognitif parce qu'on a une représentation qui a été construite et qui a été construite avec méthode, parce que c'est le dernier point que je voudrais signaler en passant. Faire de l'interdisciplinarité, ça ne se fait pas en mettant une dizaine de personnes de disciplines différentes dans la même pièce, en croyant qu'ils vont vous construire un modèle intelligent. Généralement, ce que vous construisez alors, c'est un modèle qui n'est ni unitaire, qui n'est pas intéressant, et c'est une cacophonie. La pratique de l'interdisciplinarité, cela s'apprend, cela se pense, cela se réfléchit, ça ne s'improvise pas. Ça veut dire que nous avons besoin de méthodologies d'interdisciplinarité
cela existe, mais malheureusement, c'est trop peu connu, trop peu utilisé. Je vais arrêter sur cette page. Merci. Oui, monsieur Audet, j'enchaîne immédiatement. Mon point de départ est différent de celui de M. Fouret. Entendez-vous bien derrière? Oui, merci. Plutôt que de m'attarder au travail du chercheur, je vais plutôt m'attarder au cadre dans lequel travaillent les chercheurs. Et vous verrez qu'il y a énormément de convergence entre le propos que je vais tenir et celui que vous venez d'entendre. Je vous demande aussi d'être indulgent parce que je vais me contenter de brosser le schéma général et je vais conserver les nuances et les exemples et je vais donc me contenter de brosser le schéma général et conserver les nuances et les exemples pour la période de débat qui fera suite. Alors mon propos est divisé en trois. Je vais faire un constat, tirer quelques leçons et dégager un pronostic. Le constat, je le démarre en posant la question fétiche de M. Fouret, de quoi s'agit-il? Je vais d'abord préciser que tout mon propos porte sur la technoscience plutôt que sur la science qui pourrait être considérée isolément, parce que j'ai de bonnes raisons de penser qu'aujourd'hui la science et la technique sont fusionnées et qu'il y a lieu plutôt de parler de technoscience, bien que ce soit tout lourd à dire. Ensuite, mon propos est plutôt centré sur l'interdisciplinarité que je distingue de la pluridisciplinarité, de la multidisciplinarité et même de la transdisciplinarité. La ou la multidisciplinarité, selon moi, entraîne une exigence de cohabitation, alors que la transdisciplinarité entraîne une exigence de fusion, de dépassement, et l'interdisciplinarité entraîne plutôt une exigence de collaboration, de coopération, mais aussi de création. Vous aurez compris que pour moi l'interdisciplinarité est plus exigeante que la ou la multidisciplinarité, qu'elle l'est moins que la transdisciplinarité. Les distinctions que je viens de faire ne sont pas mutuellement exclusives, mais elles colorent la dominante sous chacun des termes que je viens d'évoquer. Selon moi, l'interdisciplinarité suppose la coopération, la collaboration entre des spécialistes qui, eux, sont associés à des disciplines différentes et qui s'associent dans le but de créer du neuf, notamment sur les plans théoriques et méthodologiques, au nom d'une meilleure élucidation du phénomène étudié et peut-être aussi une meilleure intervention dans ce phénomène. L'interdisciplinarité tire donc sa raison d'être d'un souci chez certains producteurs et productrices de connaissances technoscientifiques, d'un souci de lutter contre une tendance au renfermement, contre le cloisonnement. Les territoires intellectuels qu'occupent les producteurs et productrices qui seraient renfermés sont conçus selon certains comme des communautés, selon d'autres comme des champs, au centre desquels nous retrouvons des objets d'étude. Ces territoires sont en général régis par un ou plusieurs codes qui déterminent à la fois la nature des objets étudiés dans ce territoire, ainsi que les règles de production et de validation des connaissances relatives à ces objets. Les membres du territoire ont habituellement la maîtrise des conditions d'accès au territoire, ainsi que du code qui régit les conditions de pratique dans ce territoire. La discipline désigne à la fois la soumission aux conditions d'accès au territoire, l'acceptation, voire l'intériorisation des conditions pratiques dans ce territoire, et enfin la maîtrise de ces conditions d'accès et d'exercice par ceux-là même et celles-là même qui occupent le territoire. Envisagée ainsi, la discipline renvoie à la fois à une formation, si ce n'est une initiation au sens anthropologique du terme, à un code et à une corporation au sens historique du terme, et non pas au sens juridique.
Comment rendre compte de ce qui précède, de ce cloisonnement, de ce renfermement? Pourquoi est-ce qu'un grand nombre de producteurs et de productrices de connaissances techno-scientifiques jugent-ils utile de se disciplinariser? Et que parmi eux, ensuite, certains jugent indispensable de s'interdisciplinariser? Je vais traiter successivement de facteurs qui me paraissent conduire, favoriser la disciplinarisation, et ensuite d'autres facteurs qui me paraissent conduire, favoriser l'interdisciplinarisation. En ce qui concerne les facteurs de disciplinarisation ou de cloisonnement, vous aurez compris que j'utilise l'un et l'autre presque de façon interchangeable dans ce cadre-ci. Les êtres humains, vous et moi, en tant que sujets connaissants, sont limités dans leurs possibilités cognitives. D'une part, nous sommes dans l'obligation de connaître pour survivre, pour pallier nos faiblesses sur d'autres plans, en particulier sur le plan moteur, la faiblesse de nos sens, notre faible vitesse de déplacement, notre absence relative de souplesse et de reste. Par ailleurs, nous souffrons de rationalité limitée. Nous sommes dans l'incapacité de saisir chaque fois et au bon moment toutes les conditions dans lesquelles nous agissons. Nous sommes dans l'incapacité de déterminer à coup sûr l'action la plus appropriée. Et nous sommes dans l'incapacité de prévoir toutes les conséquences des actes que nous posons. Vous aurez compris donc que d'un côté, nous sommes dans l'obligation de connaître, et de l'autre, nous avons des difficultés à bien connaître. De plus, nous sommes limités quant à notre capacité d'occuper l'espace-temps. Par exemple, nous sommes dans l'obligation de n'être qu'à un seul endroit à la fois. La durée de notre vie est assez limitée au regard de nombreux phénomènes de la nature et du social qui pourtant nous concernent les deux près. Donc, les sujets connaissants et humains, nous avons de très sérieuses difficultés sur le plan cognitif, bien qu'il nous soit impossible de faire autrement que de connaître pour tirer notre épingle du jeu. Les objets, quant à eux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un sujet connaissant, les objets sont dynamiques, bien que l'échelle de leur transformation puisse être parfois trop rapide ou trop lente pour nous, sujets connaissants. Les objets sont aussi multidimensionnels et ils sont, pour emprunter un terme de Piaget, ils sont inépuisables. En conséquence, composés avec notre obligation de connaître, avec nos limites motrices et cognitives, avec nos limites spatio-temporelles, et avec le dynamisme, la multidimensionnalité et l'inépuisable richesse des objets qui nous intéressent, nous procédons par réductionnisme. Nous construisons nos représentations de ces objets en faisant le pari, en les appauvrissant, en nous concentrant sur les dimensions de ces objets qui nous semblent les plus pertinents dans un contexte donné et selon un projet donné, nous parviendrons néanmoins à enrichir la connaissance que nous désirons en avoir dans ce contexte et dans ce projet. Voyez donc le jeu dans lequel nous nous retrouvons pris. Nous appauvrissons l'objet de manière à enrichir la connaissance que nous en avons. Selon les objets étudiés, les connaître mieux pourra signifier en avoir la maîtrise, en prédire le comportement, ou, plus modestement, les rendre plus intelligibles qu'ils ne l'étaient. Dans tous les cas, l'élucidation de ces objets s'inscrit dans un projet qui donne un sens à leur étude. Le sens, ici, renvoie aussi bien à la signification de leur étude qu'à la direction donnée à cette étude. Dans le cas des connaissances techno-scientifiques, leur production et leur validation prend la forme de protocoles qui facilitent la mise au foyer sur l'objet étudié, qui contribuent à la réduction de l'objet, qui soutiennent les effets de démonstration, mais qui, de facto, entraînent un certain enfermement des producteurs et productrices concernés. Utilisés de façon récurrente, ces protocoles engendrent les matrices disciplinaires, les programmes de recherche et les codes évoqués en début d'exposé. Plus ils sont utilisés, ces protocoles, matrices, programmes et codes s'étendent dans l'espace-temps. Plus ils sont institutionnalisés. C'est ainsi que des établissements comme les universités, les instituts de recherche, les organismes subventionnaires, les bibliothèques, les entreprises,
adopte le découpage en disciplines auquel conduit ce qui précède et en accentue la cristallisation partielle sous différentes formes organisationnelles. En conséquence, le cloisonnement disciplinaire apparaît ici comme une conséquence non intentionnelle d'un souci collectif et durable de mieux connaître certains objets en tirant profit de protocoles éprouvés. Ce cloisonnement est à la fois porteur de connaissances nouvelles et aussi un frère de connaissances nouvelles. Cependant, le monde des technoscientifiques considéré dans son ensemble est somme toute hétérogène, décentralisé et accorde une grande place à la dimension critique de la raison sur laquelle il affirme s'appuyer. L'exacerbation de la disciplinarisation de ce monde des technoscientifiques porte en elle les conditions de l'émergence de forces en apparence contraires, comme l'interdisciplinarisation ou, encore plus exigeant, la transdisciplinarisation. J'ai dit en apparence contraire parce que, s'ils aboutissent, elles peuvent être à l'origine de nouvelles disciplines. Dans ces cas, l'interdisciplinarisation ne serait qu'une des formes que prend la disciplinarisation à ses débuts. Voyons ces forces de l'interdisciplinarisation de les sujets connaissants, je reprends avec les sujets connaissants inscrivent toutes leurs activités cognitives, y compris la production des connaissances technoscientifiques, dans des projets individuels ou collectifs qui se laissent rarement enfermer dans les cloisons disciplinaires existantes. Par surcroît, la connaissance technoscientifique est instrumentale non seulement par sa visée, comme je viens de le mentionner, mais aussi par sa validation. En effet, comme je l'ai déjà évoqué, que la validation d'une connaissance scientifique renvoie dans sa forme dure à la maîtrise des objets étudiés ou à la prédiction de leur comportement, et dans sa forme molle à une compréhension accrue des objets étudiés. Dans tous les cas, elle vise à favoriser l'emprise des sujets que nous sommes sur l'univers dans lequel nous intervenons, que cette emprise soit exclusivement d'ordre cognitif ou qu'elle entraîne une intervention matérielle dans le but d'altérer cet univers ou, au contraire, de le conserver en son état. À leur tour, les objets déjà qualifiés de dynamiques, multidimensionnels et inépuisables ne se laissent jamais emprisonner de façon exclusive dans les disciplines existantes. Enfin, bien que les établissements au sein desquels œuvrent les techniques scientifiques puissent contribuer au cloisonnement en favorisant la cristallisation organisationnelle des disciplines, bien qu'ils soient en général lents à repérer les effets pervers du cloisonnement, ces établissements admettent l'existence de ces derniers, les effets pervers, les regrettent et encouragent de plus en plus différentes formes de décloisonnement, dont l'interdisciplinarité, notamment par la reconnaissance de champs d'études qui regroupent plusieurs disciplines autour de l'objet, par la création de centres de recherche et d'instituts interdisciplinaires, ou par la création de programmes de formation interdisciplinaire. Les leçons qu'on peut tirer de ce constat que je viens de passer à très long trait, deux leçons, une pour les étudiantes et les étudiants, l'autre pour les professeurs. Pour les étudiantes et les étudiants, il me paraît impérieux de rappeler que leur projet d'étude tire son sens du projet de vie dans lequel ils l'inscrivent. L'un et l'autre projet, le projet d'étude et le projet de vie dans lequel ils s'inscrivent, doivent déterminer le choix du programme de formation et le contenu de leur programme d'études, quel que soit le cycle. Dans un programme d'études, les dimensions qui me paraissent les plus importantes sont le doute méthodique, la rigueur et la tolérance. Trois valeurs cardinales qui incarnent bien, me semble-t-il, la notion de scholarship. La pratique systématique du doute méthodique se traduit par un souci de joindre le disjoint ou de disjoindre le point par un regard critique sur les idées reçues, sur le sens commun, sur tout ce qui paraît prévalent, dominant ou relevé de l'autorité, sans assimiler ce regard critique à un rejet aveugle et systématique, à une sorte de rituel. J'invite les étudiantes et étudiants à prendre appui sur leur imagination, sur leurs intuitions, leur
l'apprentissage de l'étude rigoureuse de l'objet, parce que cette façon de faire permet, le cas échéant, de tirer le maximum de la discipline, tout en défavorisant l'élucidation de cet objet, de leur objet d'étude, par les seuls voies non disciplinaires. En peu de mots, les étudiants et les étudiants doivent oser, faire preuve d'audace sur le plan cognitif, sans négliger pour autant les trois valeurs cardinales que sont le but méthodique, la rigueur et la cohérence, sans renier les apports du travail disciplinaire, et sans aussi s'y laisser piéger. La leçon de corps professoral que je tire du constat que j'ai fait, en tant que formateur et formatrice, il nous revient de donner de l'oxygène aux étudiantes et aux étudiants, d'accepter d'étudier des objets d'études nouveaux, ou des objets qui nous sont coutumiers mais sous des angles nouveaux dans notre discipline, et de mettre au point des protocoles nouveaux, des collaborations nouvelles avec des collègues d'autres disciplines, d'ici et d'ailleurs. Les vertus cardinales que, selon moi, nous devons inculquer aux étudiantes et étudiants doivent nous caractériser aussi, sans nous en tenir à la seule rigueur, qui invoque trop souvent des collègues se réfugier dans les seuls protocoles, matrices et programmes qui ont guidé leur pratique depuis la fin de leurs propres études. Le pronostic, c'est le dernier point, très court. La fusion de la science et de la technique, la place grandissante de la technoscience privée, la transformation et le rétrécissement relatif de la technoscience publique sont autant de manifestations de mutations profondes dans l'organisation du monde des techniques scientifiques et dans leur façon de produire des connaissances. Il y aura lieu tout à l'heure d'illustrer ça si vous le souhaitez. En effet, nous assistons à une croissance sans précédent de la technoscience privée, qui domine aujourd'hui, que ce soit par le nombre de chercheurs, par les investissements consentis ou par l'ampleur et l'incidence des projets. Or, les codes de la technoscience privée diffèrent de ceux de la technoscience publique sur des aspects majeurs, notamment en ce qui concerne l'organisation de la recherche, la détermination des objets d'étude et la libre circulation des résultats de ces études. La technoscience publique, de son côté, voit ses fonds diminuer relativement, parfois comme une peau de chagrin. Et les sous qui restent sont de plus en plus liés à des orientations déterminées par les bailleurs de fonds, qu'il s'agisse d'actions stratégiques, d'actions structurantes ou de centres d'excellence. En somme, nous assistons à une divulgation plus grande de l'instrumentalité de la recherche technoscientifique, qu'elle soit publique ou privée. Aujourd'hui, nous voyons mieux que jamais l'enchâssement des connaissances technoscientifiques dans l'ensemble des activités humaines. Or, les activités humaines, les projets des humains et leur mise en œuvre constituent un mouvement qui va lui aussi s'accélérant sous l'impulsion de forces qu'il serait trop long de traiter ici, mais dont fait partie la technoscience elle-même. Certains objets d'étude se transforment plus rapidement qu'auparavant, et les projets dans lesquels s'inscrivent l'étude des objets se succèdent plus rapidement qu'auparavant à leur tour. En bref, le réel se transforme à une vitesse qui rend beaucoup de disciplines asynchrones avec leurs objets, quand elles ne deviennent pas tout simplement telles. L'accélération des transformations du réel au fil des activités humaines exacerbe les mutations du monde des technoscientifiques, met en relief les possibilités, mais aussi les limites du cloisonnement disciplinaire qui le caractérise, et fait apparaître la vétusté de certaines disciplines. Elle invite aussi les étudiantes et étudiants d'aujourd'hui à inventer de nouvelles façons de produire des connaissances, tout en sauvegardant, je l'espère, les trois valeurs cardinales que j'ai fait valoir un peu plus tôt, le but méthodique, la rigueur et la cohérence. Il revient au corps professoral de les aider à se préparer à cette tâche. Merci. Monsieur Devalet. Merci. Mon intervention relativement brève se voudrait en fait une illustration des difficultés
ou des défis qui ont été évoqués à la fois dans les interventions de M. Forez et de M. Audet à travers l'expérience au niveau de la formation, au niveau de la recherche, dans une faculté qui devrait manier l'interdisciplinarité, même sans en être consciente, un peu comme M. Jourdain utilisait la prose, à savoir tout ce qui touche à l'agronomie. Mais auparavant, je voudrais peut-être faire une observation. J'ai l'impression qu'à certains égards, l'organisation spatiale même de notre campus à l'Université de Laval met l'interdisciplinarité au centre de ses préoccupations. Je vais m'expliquer. J'ai souvent une boutade à l'égard de cette organisation spatiale du campus en disant qu'elle est d'influence, d'origine, d'inspiration théocratique. Dans le sens où, si vous remarquez, et si vous utilisez la carte du campus plus que l'observation directe, donc on revient à une illustration donnée par M. Forest, si vous avez sous les yeux une carte du campus et que vous repérez le séminaire, qui est lui-même surmonté de 3 clochers, cela délimite un triangle. Vous avez certainement observé que la distribution des différents pavillons s'organise autour de ces 2 côtés du triangle. Mais cette distribution n'est pas simplement le fruit du hasard. Vous avez plusieurs lignes de front, je dirais. La première ligne, et cette distribution des lignes de front traduit certainement une conception de la hiérarchie des disciplines qui pouvait exister dans l'équipe qui a conçu l'organisation de ce campus. À savoir une première ligne constituée par les facultés ou les départements de sciences de l'éducation, mais aussi de théologie, de philosophie, et en même temps, évidemment, on y loge la direction de l'université, et c'est les 2 tours. Une deuxième ligne qui est essentiellement constituée par des pavillons qui abritent les sciences humaines, les lettres et les sciences sociales. Une troisième ligne qui est représentée par les pavillons qui abritent les sciences dites pures et le génie. Et une quatrième ligne tout au fond, représentée par les sciences dites appliquées, agriculture, médecine, foresterie, etc. Et vous noterez d'ailleurs que cette organisation se double d'une conception des rapports entre l'Est et l'Ouest. Et un des symboles pour moi, c'est ce fameux couloir qui sépare la bibliothèque, et c'est ce couloir souterrain qui sépare la bibliothèque des pavillons de sciences pures, qui symbolise à lui seul la difficulté de communication entre sciences sociales, lettres, sciences humaines et le reste du campus. Mais si on y pense bien, à la lueur du thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une organisation spatiale aussi qui sépare les facultés ou les programmes qui seraient d'essence plus interdisciplinaires, il faudra revenir là-dessus, des autres. Vous avez un bastion disciplinaire au centre du campus, qui soit représenté à la fois par les sciences sociales, les lettres, les sciences humaines, les sciences pures, et puis vous avez un arc de programmes plus multidisciplinaires ou interdisciplinaires, on y reviendra, à l'extérieur, encore périphérique. Et c'est à nouveau les facultés d'agriculture, de médecine, de foresterie, de médecine dentaire et d'administration. Notez comment c'est distribué géographiquement. Et je vous laisse y réfléchir. Alors revenons à cette expérience au sein d'une faculté d'agronomie, de sciences de l'agriculture et de la consommation, qui est destinée, du point de vue de la formation, à former des agronomes, donc qui est orienté par une problématique de résolution de problèmes, et qui, du point de vue de la recherche, est aussi destiné à résoudre les problèmes que pose l'amélioration des performances de l'agriculture ou l'apparition de problèmes associés à cette amélioration des performances. Alors, ce sont les 2 points sur lesquels je vais essayer de m'attarder un petit peu, juste en illustrant par un certain nombre d'exemples les enjeux
ou les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la mise en place d'une approche réellement interdisciplinaire. Les programmes que nous offrons à l'intérieur d'une telle faculté sont de nature, sont d'essence multidisciplinaire, comme ils peuvent l'être en médecine, comme ils peuvent l'être en sciences de l'administration. C'est-à-dire que les étudiants, quelle que soit leur spécialisation, et entre différentes spécialisations, c'est simplement le dosage des différentes disciplines qui peut varier et non pas la diversité des disciplines le plus souvent. Donc le dosage varie, mais chaque agronome, au niveau du premier cycle, va être confronté à un enseignement qui va porter aussi bien sur des disciplines du type phytologie, sciences animales, alimentation animale, sciences du sol, et en même temps génie rural, et puis quelques disciplines relevant des sciences sociales, l'économie ou sociologie rurale. Donc on a au moins au départ un programme multidisciplinaire, et il est tout à fait justifié par la variété, la diversité des questions auxquelles professionnellement l'agronome va être amené à répondre. Mais est-on pour autant en phase de programme ou de formation interdisciplinaire? On a effectivement présence de disciplines qui concourent toutes à une vision de la réalité agricole, à une interprétation de ces problèmes, à des propositions de réponse. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est déjà un avantage ou c'est déjà peut-être un pas dans une approche réellement interdisciplinaire. Pourtant, je ne prétendrai pas que les programmes que nous offrons actuellement dans cette concentration, même si c'est notre objectif, soient réellement interdisciplinaires autant que cela a été signalé. En réfléchissant un peu à cette situation, je me suis dit, mais après tout, quand on vise l'interdisciplinarité, est-ce qu'il ne suffit pas de proposer à l'étudiant un éventail de disciplines qui sont toutes pertinentes à l'interprétation des phénomènes auxquels il fait face, et on lui laisse le soin de réaliser cette intégration, et finalement, ce sera à l'étudiant lui-même de réaliser cette opération d'interdisciplinarité. Alors ça serait la solution, la sortie facile, si vous voulez, en face d'un tel problème. Je pense effectivement, néanmoins, que l'étudiant et l'étudiante ont à réaliser cet effort d'intégration, cet effort de juxtaposition, d'interpénétration des connaissances qu'ils reçoivent de la part de disciplines différentes. Mais je pense que c'est dans le programme de formation lui-même qu'il faut réaliser un certain nombre d'activités qui visent cette intégration. Et c'est notamment la plus grande difficulté que nous avons dans la plupart des programmes que nous offrons, non pas à mettre en place, mais à faire reconnaître des disciplines, des exercices intégrateurs. On le fait par le biais du stage. Quand on envoie un étudiant sur une exploitation agricole, il va être confronté brutalement à cette réalité complexe à laquelle on a fait allusion. Il va être invité à mobiliser les différentes connaissances qu'il a reçues à travers les différentes disciplines. Mais est-ce qu'on lui a donné une méthode pour mobiliser ces différentes connaissances? Deuxième point, autre exercice intégrateur possible, c'est des activités du type atelier de synthèse qui sont supposées aussi offrir à l'étudiant un exercice de mobilisation des différentes connaissances, des différentes disciplines autour d'une solution proposée à un problème qu'il fournit lui-même. La mise en place d'une nouvelle activité dans une entreprise relevant du domaine de l'agriculture ou de l'agroalimentaire, ou bien le développement de circuits de commercialisation pour un produit. Voilà le type même d'activité intégrative. Or, on s'aperçoit qu'il est difficile de mobiliser
professeurs autour de ce type d'activité intégratrice qui, selon moi, concourt directement à une vision interdisciplinaire de la formation des étudiants. Pourquoi est-il si difficile? Parce qu'effectivement, les professeurs n'ont pas l'habitude de travailler ensemble sur la réalisation des problèmes de cette nature. Et on va retrouver ça exactement sous la même forme dans l'activité de recherche. Je vous disais tout à l'heure que dans une faculté comme celle-là, la recherche doit être essentiellement orientée vers la résolution de problèmes que pose la transformation de l'agriculture, l'amélioration de ses performances ou les conséquences que cette transformation entraîne pour les autres secteurs économiques ou voire pour l'environnement. En même temps, cette résolution de problèmes doit s'appuyer sur l'acquisition de connaissances acquises à l'intérieur du développement des disciplines. Et tous les chercheurs sont effectivement des chercheurs qui, pour la plupart, disposent d'une formation agronomique, mais ensuite sont allés compléter leur formation à travers la maîtrise ou un doctorat dans une discipline bien précise. D'un côté, on a des formations disciplinaires très poussées. De l'autre côté, compte tenu de l'objet même de la recherche, de l'orientation même de la recherche, on a des centres de recherche qui sont de nature multidisciplinaire, qui vont être beaucoup plus définis par l'objet auquel ils s'intéressent que par la nature des disciplines qu'ils mobilisent. Je vais vous donner un exemple. Les centres de recherche principaux d'une telle faculté portent le nom de centre de recherche en horticulture, centre de recherche sur la transformation et l'utilisation des produits du lait, centre de recherche sur la biologie de la reproduction animale. Donc en soi, ce sont des recherches ou ce sont des centres qui impliquent différentes disciplines. Malgré tout, si vous examinez l'ensemble des projets qui sont menés à l'intérieur de ces centres de recherche, la plupart d'entre eux revêtent une caractéristique fortement disciplinaire. Et sauf exception, je vais mentionner quelques exceptions pour montrer qu'il y a des efforts d'aborder un certain nombre de grandes thématiques autour de l'agriculture sur un angle qui se voudrait interdisciplinaire. Deux expériences en tout cas. L'une qui concerne l'évaluation de l'ensemble des impacts associés à la production intensive agricole dans une région du Québec. En l'occurrence, il s'agissait de la production intensive de pommes de terre. Voilà une problématique qui mobilise des préoccupations aussi bien du point de vue de l'amélioration des rendements que du point de vue des impacts de cette amélioration sur la qualité du sol, sur la qualité des lots, compte tenu des caractéristiques de la production de pommes de terre, des impacts de cette production sur la santé des populations. On avait là un exemple de recherche qui se voulait interdisciplinaire, qui avait été conçu comme tel. Je reviendrai tout à l'heure sur les obstacles institutionnels au développement de la recherche interdisciplinaire. Et pour une fois, il avait été conçu et financé comme tel par les organismes subventionnaires. Nous avions trois grands organismes subventionnaires fédéraux, le CRSNG, Centre de recherche en sciences naturelles et en génie, le CRH et le CRSH, Centre de recherche en sciences humaines, et le CRM, le Centre de recherche médicale. Et c'était une situation exceptionnelle, qui ne s'est pas reproduite souvent. Des propositions de financement pour des projets de recherche à contenu interdisciplinaire. Celui-là a été retenu et un groupe de 14 chercheurs appartenant à des disciplines aussi diverses que la médecine sociale, les sciences politiques, l'économie, la phytologie, le génie rural, les sciences du sol, ont été amenés à préparer ce projet et à travailler ensemble. Les difficultés qu'on a rencontrées, ça a été d'abord dans la définition même d'un tel projet.
C'est-à-dire que des chercheurs, pour la première fois, se trouvaient confrontés à d'autres chercheurs qui renvoyaient à des paradigmes dont ils n'avaient jamais entendu parler, ils ne pouvaient même pas imaginer. Je noterai au passage que ce qui apparaît déterminant dans la mise en œuvre, dans la préparation et dans la mise en œuvre d'un projet, apparaît déjà d'emblée la disponibilité des professeurs vis-à-vis des exercices de ce type, mais aussi le rôle d'un coordonnateur qui va devoir gérer cette intégration. Et ce que l'on a observé dans la poursuite de cette recherche, une fois que le projet dont la mise au point a été effectivement relativement difficile, une fois que ce projet a été accepté, les vieilles habitudes sont revenues. Pour une part, je vais simplement souligner les difficultés, il y a eu un certain nombre d'acquis, les vieilles habitudes sont revenues, à savoir qu'une fois que le projet a été financé, chacun a eu tendance à dire, bon, ma part de financement dans ce projet est de temps, eh bien, j'analyse ma contribution à ce projet comme étant la réalisation de telle et telle expérience. Et on est reparti, si vous voulez, dans une démarche qui était essentiellement disciplinaire. Autre exemple, la faculté s'est vue offrir il y a quelques années une ferme laitière et la décision a été prise au niveau de la direction de la faculté de mener une opération, si vous voulez, interdisciplinaire avec la problématique suivante. Nous voyons offrir une ferme laitière conventionnelle. Une des problématiques actuelles dans le secteur de l'agriculture est la possibilité de développer des formes alternatives de production. On parle beaucoup d'agriculture écologique ou d'agriculture durable. Et bien voilà, nous allons examiner les conditions de conversion d'une telle exploitation vers une forme alternative d'agriculture. Pour cela, nous allons maintenir l'intégrité même de la ferme. Il n'est pas question de permettre à tel ou tel chercheur de dire je me réserve 3 ou 4 vaches pour mener telle expérience qui va dans le sens que vous souhaitez. Il fallait planifier une opération tous ensemble avec des approches qui restent en permanence compatibles les unes avec les autres jusqu'au stade final qui serait caractérisé par une conversion considérée comme réalisée. Eh bien, cet objectif n'a pas été entièrement atteint, il l'a été partiellement. Pourquoi? Parce qu'en cours de route, nous avons perdu des joueurs. Je me dis, finalement, moi je n'arrive pas à mobiliser, à mettre en œuvre dans une telle approche la façon dont je fonctionne d'habitude. Alors ça m'amène à travers ces deux illustrations à conclure rapidement sur un ou deux points. On y a fait allusion tout à l'heure, mais il y a des obstacles. Si vous voulez, la disciplinarisation de la science, on l'a déjà souligné, c'est accompagné, c'est traduit aussi dans le fonctionnement des institutions qui sont autour de ces disciplines. Dans le fonctionnement, dans les processus de reconnaissance sociale de l'activité du chercheur. Et là, sans réduire à ces difficultés ou à ces obstacles l'explication du difficile passage à l'interdisciplinarité, on ne peut pas non plus les sous-estimer. On a actuellement des organismes subventionnés dans la recherche qui fonctionnent sur une approche purement disciplinaire, essentiellement disciplinaire. Vous avez des méthodes ou des processus d'évaluation des projets de recherche qui sont confiés à des pairs, ce qui garantit, en principe, un choix de meilleurs projets sur la base des méthodes proposées, de la rigueur dans la définition du projet de recherche, mais qui garantit aussi la difficulté de faire adopter des projets qui s'écarteraient des cadres disciplinaires. Il suffit de voir d'ailleurs qu'il existe peu de comités qui aient un semblant d'interdisciplinarité.
Et dernier point, on pourra en évoquer d'autres dans la discussion. Dernier point, ensuite il faut publier. Parce que vous connaissez beaucoup de revues qui ont un certain crédit dans le monde scientifique et qui soient de nature interdisciplinaire. Or, vous savez que c'est un processus, c'est un mode de reconnaissance sociale auquel les chercheurs sont très attachés. D'ailleurs, leur promotion à l'intérieur même de l'université dépend de cela. Alors, comment briser, comment offrir des institutions d'encadrement de la recherche qui favorisent davantage cette interdisciplinarité? Je pose la question, on y reviendra peut-être plus tard. Merci. Merci nos deux conférenciers. Nous allons étaler la connaissance de leur point de vue. Justement, il s'agirait maintenant qu'il y ait une approche interdisciplinaire de cette problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes invités, vous aussi, à dire quelle est votre opinion, à poser des questions, à vous demander, à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a quelqu'un tout de suite qui va intervenir, faire un commentaire ou poser une question? Oui, tout de suite. Bonjour, merci beaucoup. Ce qui m'intéresse beaucoup, vous avez parlé, M. Fouras, de projet, et ce qui m'intéresserait, c'est, quand on parle d'interdisciplinarité, de quel projet on peut défendre pour créer une interdisciplinarité. Moi, là, quand j'entends projet, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de retrouver la souveraineté en tant qu'être humain. Alors, quand j'entends parler d'interdisciplinarité, je crains beaucoup la difficulté de comprendre. Déjà, dans une discipline, c'est difficile, mais dans une interdisciplinarité, ça risque d'être encore plus difficile. Autrement dit, est-ce que dans une interdisciplinarité, on chercherait à affirmer un pouvoir qui est déjà établi, mais qui est ébranlé par le cloisonnement, ou bien est-ce qu'on chercherait à aider la société, aider les gens sur le terrain? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse très précise à donner, mais je veux poser la question. Je ne sais pas qui est d'entre vous qui veut répondre. Monsieur Tourès, allez-y. En tout cas, la manière dont j'avais parlé de projet consiste en ceci. C'est que je crois que la valeur de la validité, peut-être la valeur de vérité d'une représentation, ne peut pas être pensée de manière absolue. Elle doit toujours être liée à ce que l'on désire en fait, soit individuellement, soit collectivement. Et donc, de ce point de vue-là, les représentations du monde de notre histoire, que ce soit pour des questions agricoles, que ce soit pour des questions physiques, des questions de sciences humaines, de droit, etc., sont toujours liées à des projets qui me paraissent être quand même un peu plus précis que le projet vaste de souveraineté personnelle, de souveraineté collective. Je crois que c'est des projets qui sont quand même plus communicables, qui sont importants là-dedans. Qui vont être une médiation pour une redécouverte de la liberté de chacun, une liberté collective, mais malgré tout, je crois que ça fonctionne pour des choses plus précises, par exemple, de savoir comment on va pouvoir produire dans une ferme en respectant l'écologie, en respectant les droits, etc. Ce sont des projets de ce genre-là qui me paraissent être le genre de projets qui sont intéressants pour permettre de moduler l'interdisciplinarité. Et à ce que M. Fouras vient de dire, j'aurais envie d'ajouter ceci. Le projet, la définition du projet lui-même me paraît plus relever de la pertinence sociale ou de la recherche ou de la formation que du débat sur l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, en fait, la nature des projets qu'il faut soumettre à la science ou la nature des formations que l'on entend obtenir est à définir par la société elle-même. Par contre, effectivement, la question qui se pose, est-ce que une approche interdisciplinaire apporte une réponse plus efficace à l'une ou à l'autre de ces questions? C'est un peu comme ça que je vois les choses. Bon, je ne sais pas si je n'ai pas d'intervenant tout de suite, j'aurais une question à poser, mais ce ne serait pas simplement de l'ordre de la question, c'est un peu de l'ordre de la provocation. C'est que je pense quelque part que le cloisonnement disciplinaire peut devenir
une sorte de crime même contre l'humanité. Je vous dis pourquoi. Je mène une recherche sur le sida actuellement. La notion de sida elle-même est une notion qui est une notion d'un schéma de représentation standardisé, comme vous dites, qui a été créé par ce qu'on appelle le monde biomédical, qui veut dire ce que ça veut dire, syndrome d'immunodéficience acquise. Et cependant, ça ne veut rien dire pour les populations profanes, comme les populations africaines qui sont atteintes à le taux de progression est de 65% par an. Actuellement, il se trouve que les stratégies de prévention sont fondées justement sur cette notion, même au niveau de l'élaboration des protocoles de recherche, sont fondés sur ce schéma standardisé. Cependant, on a oublié une chose, c'est que les populations qui reçoivent des messages, elles ne savent pas ce que c'est un syndrome. D'ailleurs, je vous posais la question ici, à savoir c'est quoi un syndrome. Je me demande quel est le taux de réponse aujourd'hui. Supposons maintenant des populations africaines non alphabétisées, qui ne savent pas ce que c'est un syndrome, et qu'on leur plaque un concept comme ça, en disant qu'on les prévient de quelque chose qui ne fait pas sens. À ce niveau, c'est là où je dis qu'il y a un problème. C'est qu'on se base sur un concept produit construit par le monde biomédical, qu'on plaque sur des populations qui ne comprennent absolument rien, et sur la base de quoi? De subventions qui ont été données par l'État. Je veux dire, il y a un problème au niveau des scientifiques. La problématique des subventions les pousse aujourd'hui à agir à partir de méthodes de recherche qu'on appelle les réplications, assessment, etc., en oubliant les récepteurs. Quand je vois, par exemple, monsieur Fourès vous dit, le contexte, le projet et les destinataires, j'ai l'impression que les scientifiques en oublient justement, l'appropriation sociale de l'objet scientifique, comment on appelle ça, qu'on destine à ces gens-là, et ne vivent que dans leur propre monde. Moi, actuellement, je mène une recherche, justement, à partir de l'ethnométhodologie, pour comprendre quelle est la construction profane du sida, en disant que toute maladie élaborée quelque part a un sens du point de vue même des populations qui vivent cette maladie. Et qu'à partir de là, la représentation standardisée, de mon point de vue, est une représentation dangereuse, est une représentation qui ne prend pas en compte la réalité des gens. Et finalement, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que c'est un crime contre l'humanité que font les scientifiques en oubliant effectivement que ces populations ont une façon de sécréter leur propre science, ce que Gabriel appelle justement la science profane. Est-ce que je me trompe? Est-ce que dans le cadre de ma recherche, je devrais me retourner pour moi l'approche pluridisciplinaire que je prends, puisque je viens des communications, je suis en sociologie et de l'anthropologie, pour comprendre mon objet? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Je vous pose cette question. Est-ce que les scientifiques, en plus, ne sont-ils criminels ou pas par rapport à toute cette population qui est en train de mourir et sur la base, comment on appelle ça, dont la sauvegarde, leur vie, et dépendent justement de cette production qui est. Je vous pose la question. Il me semble que vous soulevez des problèmes extrêmement importants. De façon de base, je serai assez d'accord avec vous à quelques nuances près. De façon de base, je serai assez d'accord avec vous, parce que je suis complètement d'accord qu'un certain nombre d'approches disciplinaires appliquées à des endroits où ils ne sont pas adéquats amènent des résultats catastrophiques. Que ce soit celle que vous avez évoquée sur la manière dont certaines médecines scientifiques peuvent arriver avec ces faux sabots dans des populations comme celle d'Afrique centrale, des choses de ce genre-là, ça me paraît très clair qu'une réduction à une approche standardisée par la science a des effets extrêmement graves. Nous savons que le problème que vous avez évoqué, nous savons que le problème de l'environnement, nous savons que le problème de tous les programmes d'aide et développement qui ont joué parce qu'on n'avait pas compte des développements culturels et des choses de ce genre-là. Donc là, sur ce point-là, je suis tout à fait. Et donc, il y a une chose extrêmement importante, c'est à la fois de savoir qu'il faut dépasser les modèles standardisés dans des situations concrètes. Je serais peut-être un peu plus prudent, c'est en faisant remarquer que malgré tous ces modèles standardisés ont leur utilité. Je crois que si on veut traiter du sida, il y a un aspect biologique qui me paraît difficilement contournable pour une réponse valable. Donc l'utilisation des disciplines me paraît importante aussi. Et enfin, dernier point sur
c'est que autant je crois que ce sont des questions sérieuses, personnellement, je serais plutôt tenté de garder l'expression crime contre l'humanité à des choses plus claires, parce qu'autrement, on arrive finalement à dévaluer une série de choses. Donc, ça a vraiment intérêt. Même si je me rends compte que ça peut être criminel dans le sens courant du mot, je garderai la notion de crime contre l'humanité dans un sens juridique pour la garder devant des situations très exceptionnelles. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous que dans des situations non exceptionnelles, il y a des dégâts qui sont vraiment plus graves que ceux qui sont comptabilisés comme crimes. Si je peux me permettre d'ajouter un mot sur la question qui a été posée, il me semble qu'il s'agit moins de jeter la pierre aux équipes de recherche biomédicale qui font le travail qu'ils ont appris à faire. Un travail qui, comme disait M. Fourez il y a quelques secondes, me paraît tout à fait indispensable. C'est plutôt à ceux qui le font bien qu'il faut jeter la pierre, et non pas à ceux qui font quelque chose, même si quelque chose qu'ils font est extrêmement réduit par rapport au phénomène global. Au moins, ils font quelque chose. Par ailleurs, même le sida a une dimension politique, une dimension économique, une dimension éducationnelle qui était évoquée dans le propos que vous avez tenu. Et c'est de ce côté que je pense que nous devrions regarder plutôt que de tirer un lumière rouge sur ceux qui déjà sont à l'œuvre dans leur secteur. Et veiller ensuite à tisser des liens entre les différentes interventions de manière à ce que le souci que vous avez de saisir mieux la situation et d'intervenir de manière plus pressante et plus efficace soit matérialisé. Merci. Un peu dans la foulée de précédents intervenants, je dirais effectivement que, d'une part, il faut faire attention à la manifestation des termes contre l'humanité. Là aussi, pour en rester dans le secteur du travail, de l'agriculture, l'agronomie foisonne d'exemples de ce qui apparaît maintenant comme des fausses réponses à des problèmes soulevés il y a 20 ou 30 ans, apportés par la science et les connaissances scientifiques de l'époque, et qui souvent, effectivement, ont été produits dans un cadre essentiellement disciplinaire. Mais on ne peut pas nécessairement en faire grief aux chercheurs eux-mêmes qui ont de toute façon contribué à l'avancée des connaissances dans un domaine précis. Sauf qu'on pourrait regretter simplement que ça n'ait pas été, qu'il n'y ait pas eu un corollaire, qu'il n'y ait pas eu des progrès aussi importants dans d'autres disciplines qui auraient fallu associer. Et aujourd'hui, les débats, les problèmes que me pose même en tant que responsable de la recherche dans une faculté d'agriculture où les thématiques du type biotechnologie, clonage, etc., mobilisent l'activité d'un certain nombre de chercheurs. C'est indépendamment aussi des aspects éthiques liés à ces problèmes que nous essayons de prendre en charge. C'est une question permanente. Est-ce que ces approches sont des réponses appropriées et efficaces aux questions qu'elles prétendent répondre? Là encore, effectivement, on ne peut le faire que si on élargit le plus possible l'éventail de disciplines et de connaissances qui pourraient être mobilisées autour de ça. Ceci étant, il faut aussi, quand on parle de discipline, de rapport entre disciplines, éviter ou constater qu'il y a des fausses interdisciplinarités. On a évoqué plusieurs, mais je pense en particulier dans le domaine des sciences sociales, on voit qu'il y a des passages entre les disciplines de l'économie, les disciplines de sciences politiques, les disciplines de sociologie, qui pour moi relèvent de la fausse interdisciplinarité, parce que c'est simplement l'adoption d'un paradigme, en l'occurrence c'est un paradigme économique, par des sciences sociales autres que l'économie, sciences politiques et sociologie. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'interdisciplinarité, on est simplement dans l'impérialisme d'un
le savoir partiel peuvent résoudre des problèmes complexes, me paraît une situation très grave. Et que cette croyance qui est apparentée à la technocratie me paraît finalement catastrophique. Je dirais pas crime contre l'humanité, mais dans le sens courant du mot, c'est presque criminel parce que ça tue effectivement complètement des gens. Même si les individus sont peut-être non responsables. Alors on a prononcé le mot de responsabilité et merci de l'avoir fait, parce qu'en fait ce que monsieur semblait, moi le mot crime ne me fait pas peur, on peut par inconscience ou par irresponsabilité. Quand on parle d'interdisciplinarité, la notion qui intervient, c'est la notion de responsabilité, justement. Parce que dans chaque discipline, on peut se cacher dans c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors, quand on parle d'interdisciplinarité, là intervient vraiment la notion de conscience. On travaille ensemble dans un but. On ne peut plus se cacher derrière l'autre discipline. Donc cette notion de responsabilité me paraît essentielle et puis je vous remercie. Pour rajouter quelque chose à ça, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, j'ai remarqué qu'à l'université là-bas, et je pense qu'on est là, c'est une chère qu'on est là pour dire les choses qui ne vont pas du point de vue du sujet qui nous retient ici. Je sais qu'il y a des facultés ou des départements. Lorsqu'un étudiant est inscrit là-bas, lorsqu'il décide d'aller ailleurs pour chercher la connaissance, pour mieux comprendre son sujet d'un point de vue plus large, évidemment, se retrouve avec des problèmes avec des profs qui devaient venir effectivement basés parce que le savoir cloisonné est dangereux, le discours unique est dangereux, le regard unique est dangereux. J'en ai vu des étudiants, dont moi-même, qui ont eu des problèmes avec des professeurs parce qu'ils sont allés dans un autre département en croyant que l'objet d'étude, qui est leur objet, justement, cet objet ne peut se comprendre que de plusieurs points de vue. Comment se fait-il que dans une université, je veux dire, le mot université est important pour moi, comment se fait-il que cette culture de l'interdisciplinarité ne soit pas cultivée, pas seulement le terme, comment se fait-il qu'on nous amène des problèmes lorsqu'on veut avoir une compréhension qui est en dehors d'une discipline bien précise? C'est tout ce questionnement-là qui est fondamental aujourd'hui pour nous autres, parce qu'il est de notre côté impossible de comprendre certains phénomènes à partir d'une discipline unique. Donc, on se pose des questions, vous qui êtes nos profs, etc., est-il possible que vous, justement, qu'il y ait un appel de votre part, qu'on décloisonne justement l'univers mental des étudiants, qu'on leur permette d'aller plus loin que dans justement ce discours disciplinaire? Je pense que vous posez là une excellente question, c'est-à-dire, en fait, on pose le principe de l'interdisciplinarité par opposition et par dépassement de l'approche disciplinaire. Et on conçoit très bien à la fois ce que ça représente et le fait que ce soit une nécessité. Maintenant, ces disciplines sont vécues, portées, représentées par des personnes qui ont elles-mêmes suivi une formation essentiellement disciplinaire et qui ne les prédispose pas justement à penser l'interdisciplinarité. Leur formation les a au contraire amenés à nier même le principe d'interdisciplinarité, de son efficacité. Maintenant, je rejoindrai à la fois la notion de responsabilité qu'évoquait Madame, ou ce que disait aussi Monsieur Odette, c'est-à-dire que ce qui s'applique aux étudiants s'applique aussi aux professeurs, c'est-à-dire le doute méthodologique devrait accompagner le doute et la critique systématique devrait accompagner chaque professeur tout au long de sa carrière, non seulement par rapport à telle ou telle méthodologie particulière qui va essayer de mettre en œuvre dans un projet précis, non seulement les hypothèses particulières, mais le statut même de sa discipline par rapport à l'autre. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qui est souvent perdu. Je pense que le seul élément que je pourrais apporter à la question qui a été posée, c'est de dire que
situation aujourd'hui me paraît bien préférable à celle qui prévalait il y a encore 10, 15 ou 20 ans. J'ai le sentiment qu'à l'Université Laval, puisque c'est d'elle dont il s'agit, il y a une tendance lourde qui ne favorise peut-être pas encore, mais qui facilite certainement des initiatives du type de celles que vous souhaitiez voir mises en place. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des îlots de résistants, qu'il n'y a pas des gens qui sont réfractaires à ça, que ces gens-là n'aient pas une bonne emprise sur des programmes, qu'ils ne se servent pas des règles pour empêcher que cela se produise. Ce que je laisse entendre, c'est que ces gens-là sont en perte de vitesse. C'est un combat d'arrière-garde qui, je pense, est sinon en voie de disparition. En tout cas, ça me mise considérablement. Et je pourrais évoquer un bon nombre d'exemples récents, disons, des 5 ou 10 dernières années, qui viendraient soutenir ce que je viens d'affirmer un peu péremptoirement. Merci. Moi, j'ai évidemment rien à dire à propos de la pratique à l'Université Laval, que je connais, mais ce que je vois, c'est qu'au niveau planétaire, il y a une difficulté à trouver un équilibre entre le mariage équilibré, si je pourrais parler ainsi, entre le disciplinaire et l'interdisciplinaire. Je m'explique, il y a des moments où il s'agit d'être disciplinaire, il y a des moments où il s'agit de contre l'insularité des disciplines. Et il y a des moments où il s'agit d'être disciplinaire, par exemple, c'est au moment où on essaye de s'approprier un certain nombre de modèles, de démarches, de disciplines. Cela me paraît extrêmement important à ce moment-là, de ne pas devenir caché de faire à la fois disciplinaire et interdisciplinaire. Il y a des moments où il faut se rendre compte que ces modèles disciplinaires sont inadéquats, il faut aller aussi voir ailleurs. La difficulté, c'est qu'il faut trouver l'équilibre et que pour le moment, je dirais, socialement parlant, nous ne connaissons mal. Je veux dire, nous n'avons pas de tradition qui font un bon équilibre là-dessus. Même si je crois que les choses s'améliorent dans les universités. Et que finalement, c'est un problème, je dirais, qui touche toutes les communautés universitaires, de trouver cet équilibre entre le moment où on pointe un petit point qu'il faut approfondir à fond si on ne veut pas laisser sérieusement quelque chose, et évidemment on dit maintenant on prend le problème de sa solution à ce là. Je crois que là, il faudra du temps pour qu'on arrive à le faire, il y a du travail méthodologique à faire, des traditions bien Alors, je trouve très rafraîchissant d'entendre parler de l'interdisciplinarité parce que moi j'appelle ça l'approche horizontale. Et on a parlé entre autres des spécialisations qu'on retrouve dans nos institutions un peu partout. En tant qu'ombudsman, c'est des questions auxquelles je suis confrontée tous les jours. Je pense que l'université a également non seulement ce problème à l'intérieur de l'université, mais un rôle de formation aussi de la société de domaine. Et aujourd'hui, quand on regarde en gros ce qu'on demande à nos domiciles, ce qu'on demande à ceux qui vont décider, c'est d'avoir une approche qui tient compte d'une multitude de facteurs et l'interdisciplinarité, c'est peut-être une forme de réponse à la complexité de notre monde aujourd'hui. Moi, je suis éternellement confrontée à des décisions qui sont généralement prises de bonne foi, mais dans une approche que je qualifierais de partielle. Et cette question-là, il me semble qu'elle se situe autant au niveau des groupes, on n'est pas autant au niveau des décisions politiques, des décisions sociales que des décisions individuelles. Je donnerai comme exemple, si on pense à la controverse qu'il y a lieu sur le cochon aujourd'hui, puisque vous parlez d'agriculture, et je vous dis, pour connaître les traités internationaux, pour répondre à ces questions-là, il faut connaître l'économie, il faut connaître l'environnement, il faut connaître la sociologie propre à cette région-là, il faut connaître aussi les personnes qui sont impliquées là-dedans. Et je me dis que tout le monde en a un peu plus aujourd'hui à être des spécialistes de tout. Il faut donc peut-être travailler ensemble, mais il faut aussi peut-être chacun d'entre nous avoir cette approche-là, cette ouverture-là. Et ça me semble, vous disiez que ça s'est beaucoup amélioré depuis 15 ans, je suis ravie de vous l'entendre dire. Mais à mon avis, pour moi, c'est une des premières fois que j'assiste à ça, et croyez-moi, c'est à ce genre de problème que je suis confrontée tous les jours comme ombudsman, que ce soit à l'université ici ou dans ce même domaine dans lequel je travaillais depuis 15 ans. Alors, je voudrais
l'interdisciplinarité est vieille. J'ai indiqué tout à l'heure que, à mon avis, à l'Université Laval, elle faisait des progrès depuis 10 ou 15 ans. Mais ni l'Université Laval, ni quelque autre université a inventé l'interdisciplinarité. Il y a simplement longtemps qu'elle se pratique et il y a très longtemps que l'on en parle. Je me souviens qu'au tout début de mes études universitaires, il y a un peu plus de 30 ans, j'ai vu des ouvrages complets qui étaient là-dessus. Alors, il ne faut pas tenter de voir dans l'interdisciplinarité une forme de réponse aux difficultés qui peuvent la mettre en jeu, mais qui ne se réduisent pas, je pense, à cette seule question. Tout au plus, faut-il comprendre que les objets d'étude, que les projets des personnes qui se donnent la peine d'étudier, de manière générale, débordent et de loin le cadre dans lequel ils se forment. Et qu'il peut très bien arriver au cours des programmes de formation qu'une personne, comme l'évoquait celui qui modère le débat, qu'une personne souhaite déborder du cadre dans lequel elle s'est d'abord inscrite. Et évidemment, le premier mot qui me vient à l'ouche dans cette situation-là, c'est de dire que cette personne-là souhaite se mettre en situation d'interdisciplinarité, ce qui est une façon assez simple et commode de dire les choses. Mais il faut comprendre que la difficulté qu'évoquait M. Fourès tout à l'heure de trouver l'équilibre entre ce qui paraît être une formation sanctionnable par l'université dans un secteur donné, dans un programme donné, et ce qui pourrait alimenter ce programme-là est une situation qui donne lieu à énormément de divergences. Pour prendre un exemple très concret. L'année dernière, à la faculté des sciences de l'administration où je suis, nous avons procédé à une révision du programme de doctorat. Et un des éléments clés de cette révision-là consistait à faire valoir qu'il pouvait être précieux et utile de permettre à un étudiant de définir son domaine de recherche, plutôt que de s'inscrire dans l'un ou l'autre des 6 domaines de recherche qui, jusqu'alors, étaient offerts aux étudiants qui s'intéressaient au programme. On a donc inventé une expression qui est toute simple, qui s'appelle domaine de recherche particulier, et finalement on est parvenu à faire reconnaître cette possibilité-là, aussi bien par le conseil de la faculté, le conseil de la faculté des études supérieures. Aujourd'hui donc, un étudiant peut être admis et s'inscrire dans le programme de doctorat en sciences de l'administration et faire une proposition de domaine de recherche particulier et de programme d'études individualisé qui dériverait de ce domaine de recherche particulier qui permet de faire une sorte de combinaison de ce que l'on appellerait ici des disciplines. Mais le point que je veux faire valoir, c'est que cet élément de la révision a été énormément débattu à l'intérieur de la faculté, a été loin de faire l'unanimité, aussi bien dans le corps professoral que chez les étudiants. Pourquoi? Dans le corps professoral, parce qu'il y avait ce n'est pas ça qu'il y avait. Il y avait une forme de conservatisme et d'assurance que ce qui fonctionnait pourrait fonctionner encore de la même manière. Du côté des étudiants, il y avait de la perplexité, pour ne pas dire de la méfiance. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas sans savoir qu'il était beaucoup plus simple de s'inscrire dans un des champs de spécialisation représentés par l'ensemble des professeurs et de se soumettre à ce que souhaitait ce pour sortir plus rapidement du programme, avec le même titre que s'il se compliquait la vie à se donner un domaine de recherche particulier et un programme d'études individualisé qui risquait au pire de lui coûter tout le temps parce qu'il devrait se familiariser avec toutes sortes de matières, et au mieux de ne pas lui prendre tout le temps, mais de ne pas lui permettre d'être étiqueté de manière aussi facile que les autres.
fait que la leçon que je tirais de cet épisode-là, dont je l'ai évoqué quelques semaines, c'est la difficulté que représente la mise en place concrète de formules, de dispositifs, de dispositions, de règlements qui permettent de faire effectivement ce que ailleurs, dans des occasions d'aujourd'hui, on peut évoquer et invoquer avec très belle parole. Et la difficulté n'est pas que du point de vue de l'institution. Elle est aussi du point de vue de ceux et de celles à qui s'adressent les possibilités qui sont offertes. Je ne suis pas pessimiste. J'ai toute confiance que dans 5 ans, ce programme sera profondément transformé, admission par admission, décision d'adoption de programme d'études par décision d'adoption de programme d'études, choix de cours par choix de cours, choix de comité par choix de comité. Mais il faut donner autant de temps, à la condition que des gens soient là pour pousser dans la bonne direction. J'avais, pour mon compte aussi, l'impression que la question du Ombudsman portait également sur en fait, l'attente que la société doit avoir par rapport au type de formation que les étudiants sont censés recevoir dans une université comme la nôtre. Là, je ne suis pas sûr qu'il faille considérer que l'interdisciplinarité est la réponse unique. Je pense que nous avons à former entre autres des professionnels qui vont, dans le cadre de leur activité professionnelle, être confrontés à un certain nombre de problèmes auxquels ils nous proposent qu'on essaie des solutions. Et de ce point de vue, je considère que l'interdisciplinarité est une nécessité pour améliorer leur performance. Ceci dit, je suis aussi convaincu que nous ne formons pas que des professionnels. Nous formons aussi des citoyens, ce qui implique éventuellement, dans les formations des étudiants, d'autres disciplines, mais d'autres formations, pas forcément parce qu'elles sont censées concourir à l'interdisciplinarité, mais qu'elles sont censées concourir à l'ouverture des étudiants et des futurs diplômés à d'autres réalités. C'est un autre problème. Y a-t-il une autre intervention? Est-ce que je peux croire que le sujet, on est allé au bout du sujet? Non? C'est sûr qu'on n'y est pas, on n'est pas au bout. Hein. Cependant, étant donné qu'il nous reste 5 minutes et je vois qu'il n'y a pas d'intervention. Ah, il y en a une là-bas. Plusieurs angoisses ou obstacles qui étaient mentionnés par M. Veilleux et M. Audet. Et je me demandais si M. Forez avait quelques pistes à suggérer face à ces obstacles qui ont été mentionnés par les deux personnes. C'est dit que le commentaire que j'aurais envie de faire consiste à dire que les solutions aux problèmes que nous avons touchés ne viendront pas par une sorte de décision de promouvoir l'interdisciplinarité qui pourrait se faire dans un lieu démarqué. Je crois que ce qui tout ceci révèle, c'est que l'université et la construction des savoirs, c'est un champ où s'affrontent différents types de possibilités, de projets, d'intérêts, de valeurs, etc. Et que, à travers tout ça, il y a des négociations, des conflits, des recherches de solutions nouvelles, et que ça ne se répondra pas en disant que c'est tellement vient à l'esprit, le technological fix. Ce ne sera pas quelque chose qui va venir comme un petit truc en disant maintenant on va mettre un peu plus d'interdisciplinarité, ça va résoudre le problème. Je crois que ce à quoi on touche, c'est que l'université n'est pas en dehors de la société, n'est pas en dehors de ses conflits, que c'est un lieu aussi social et politique, et qu'il faut en tenir compte avec les tensions politiques et institutionnelles qui sont présentes. Bon, ben, j'étais en train justement de faire Jazette pour clôturer ces débats. Ah, mais il y a encore une question, c'est très bien.
crois qu'effectivement, il y a moyen d'avoir une compréhension qui peut être assez adéquate de l'évolution de la pensée aujourd'hui en la liant avec le développement de la bourgeoisie et des supermarchands. Cela sans aucun sens péjoratif. C'est une analyse que je fais. C'est vrai que l'objectivité en tant que pratique culturelle, avec ses avantages et ses inconvénients, parce qu'il n'y a pas que des avantages, mais aussi des inconvénients, me paraît ne pas être né dans l'aristocratie, ne pas être né dans les classes populaires, effectivement dans la bourgeoisie, avec ses avantages et inconvénients. Donc voilà, par rapport à la question directe que vous posiez, comment je réagirais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pas tout à fait. Je vais la poser autrement, à partir de l'exemple de monsieur. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que pour ce qui était de la question du sida, par exemple, en Afrique, vous défendiez le fait d'utiliser des savoirs biologiques entre guillemets. Moi, je pense du principe qu'un savoir n'est pas neutre, qu'il est empreint de valeur, qui véhicule une idéologie. Est-ce qu'il n'y a pas un immense danger dans ce public? Ça va dans ça des mêmes questions que j'ai déjà posées. Chaque fois qu'on me dit est-ce qu'il n'y a pas un dimanche dans le sujet quelque part, j'ai presque toujours tendance à répondre évidemment. D'ailleurs, tout ce qui est vivant est dans un immense danger. Généralement, ça se termine par un mort. Je veux dire, bon, là, à part, ce que je veux dire, c'est qu'on n'échappe pas au risque. Et on n'échappe pas au risque dans la construction des savoirs non plus. Et le risque, c'est certainement de donner une certaine crédibilité à certains savoirs, avec tous ceux qui sont de parfaits et d'imparfaits, sans tâcher d'avoir le savoir parfait. C'est vrai que dans certains cas, par exemple, si j'ai certaines maladies, je ferai peu confiance, dans certains cas, certaines techniques médicales. C'est un risque que je prends, d'autres risques. Je crois qu'il est important de se rendre compte que toute adoption d'une représentation du monde comporte ses risques et ses avantages. Donc là-dedans, on ne se trouve pas dans un univers aseptique où la science trouve une personnalité pure, on se trouve dans un univers où on risque d'adopter certainement certaines représentations du monde. J'en avais par exemple celui qui conduisait le débat, de dire qu'il trouvait que c'était un risque mal placé de donner trop d'importance au seul point de vue biologique pour étudier le problème du sida. Je serais assez d'accord avec lui. La question, cependant, ça ne veut pas dire qu'on va donner aucune importance à cet aspect-là. Je crois que les biologistes ont aussi quelque chose à dire à propos du sida, même si je crois que c'est une erreur de croire que le sida est un problème uniquement biologique. Je remercie nos chers conférenciers. On est arrivé au terme de... Mais avant de partir, quand même, on va passer à une toute petite séance. J'ai appelé M. Maxime Moutier, qui est le vice-président aux communications de l'AMIE, de venir offrir ses stylos, chers publics, à nos chers conférenciers. Ensuite, je vous demanderai de les applaudir très fort pour leur prestation. Nous offrons 30 minutes de discussion, donc un rapprochement avec les conférenciers pour échanger avec eux autour de café, etc. Tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Ça durera 30 minutes après on les amènera à manger. Donc je vous remercie en vous annonçant que la prochaine chaire publique le sujet de la prochaine chaire va porter sur le titre est celui-là, l'intellectuel dans la cité. L'examen de la vigilance critique au Québec et au Canada. Et cette fois-ci, on aura Guy Laforêt, Jocelyn Letourneau et Christian Dufour. Ce sera le 11 novembre à la même heure et à la même place. Je vous remercie et au 11 novembre. À bientôt.